nouvelle nationale d'APTN. Ça s'inscrit dans cette démarche-là de réconciliation, mais aussi de réappropriation, je pense, de notre identité. Une nation québécoise considère se départir de leur appellation coloniale. C'était une action qu'on devait faire pour protéger notre langue, et que ça a un peu traîné, mais c'était important pour nous de le faire, d'officialiser la langue. Le Nel-Weyun reconnu comme langue officielle à Master-Yash. Décision 2025, un survol des candidats autochtones. Et en entrevue, survivant des pensionnats et auteur Marcel Petitcoué sort son deuxième livre, Atikosh, le pardon. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce n'est pas une nouvelle notion. Ce désir qu'a certains membres de la nation Huron-Wendat de se dissocier de l'appellation Huron dans ses instances officielles flotte au sein de la communauté de Wendake depuis plus de 20 ans. Le débat a récemment refait surface et sera mis au vote à la fin du mois. Se départir ou ne pas se départir de l'appellation Huron? Telle est la question. Le grand chef Pierre Picard, au lendemain de son élection en octobre dernier, s'affirmait fièrement grand chef de la nation Wendat et non de la nation Huron-Wendat. Ça s'inscrit dans cette démarche-là de réconciliation, mais aussi de réappropriation, je pense, de notre identité et de la manière dont nous voulons vraiment nous désigner. Le terme Huron, confié aux Wendat par les Français au début du 17e siècle, faisait allusion aux coiffures portées par les hommes de la nation qui ressemblaient à des têtes de sanglier. L'appellation Wendat, tant qu'à elle, signifie « habitant de l'île ». Est-ce que se départir du terme colonisateur efface l'histoire qui vient avec? Je pense qu'on fait simplement rectifier un nom qui nous a été imposé. Avons-nous le droit, dans ce contexte-là, de décider nous-mêmes comment nous allons nous appeler? Et plutôt que de s'appeler comme ce qu'on nous avait demandé de faire. Alors, je vous dirais que c'est pas tant d'effacer l'histoire que de se placer dans une perspective d'autonomie décisionnelle et d'identification et d'identité par rapport à ce que nous sommes. Bien plus. Picard précise que ce n'est pas à lui seul ou à la table des élus de décider du retrait du mot Huron. Et si la population dit oui, ça va, alors ce sera une nation Wendat. Si la population dit on tient encore au mot Huron, ben voilà, ça sera aussi Huron-Wendat. C'est vraiment, moi je pense qu'on est dans un processus où les gens doivent et ont besoin de se manifester par rapport à ça. Et ce qu'on fait, nous, c'est de leur proposer, finalement. La communauté de Wendake aura leur mot à dire lors d'une consultation publique qui aura lieu le 26 avril. S'il y a consensus général, le changement d'appellation ne se produira pas du jour au lendemain, par contre. La prochaine étape sera de déposer et accepter une résolution d'adopter le nouveau nom et ensuite, un dossier devra être soumis au Service aux Autochtones Canada. Le 31 mars était la journée des langues autochtones et la nation Innu de Pequawmilnuch, dont la réserve est située à Master-Yash, a décidé de faire en sorte que cette journée compte. La nation a annoncé que le Nel-Weyun, le dialecte Inuimun parlé dans la communauté, deviendrait une langue officielle. Le Nel-Weyun, appelé montagnais par les colons européens, est une branche de l'arbre linguistique Inuimun géographiquement spécifique au Pequawmilnuch. Le Conseil a reconnu que l'Inuimun se porte relativement bien en tant que langue autochtone, mais qu'à l'heure actuelle, le Nel-Weyun n'est régulièrement parlé que par une centaine d'habitants de Master-Yash. Les locuteurs du Nel-Weyun ainsi que d'autres membres de la communauté Pequawmilnuch s'inquiètent de l'effacement de leur dialecte. L'érosion de la langue est le résultat des pensionnats indiens qui ont forcé les enfants à abandonner leur langue maternelle au profit du français et les dirigeants de la communauté espèrent qu'en accordant le statut de langue officielle au Nel-Weyun, ils pourront l'empêcher de disparaître complètement. Ce n'est pas un concept nouveau. Cela fait plus de 20 ans que la discussion d'officialiser la langue a lieu. Les différents mandats politiques ont toujours voulu l'officialiser. On en parlait dans la politique d'affirmation culturelle qui a 20 ans cette année. C'était une action qu'on devait faire pour protéger notre langue. Fait que ça
un peu traîné, mais c'était important pour nous de le faire, d'officialiser la langue. Et je suis devenue émotive quand j'ai dit cette journée-là, c'est le statut le plus prestigieux qu'on peut donner à une langue. Puis ça va s'accompagner aussi de plusieurs actions, là. C'est une des premières actions qu'on fait, mais on va avoir un plan de revitalisation de la langue également qui va avoir beaucoup d'actions. On veut mettre des sous spécifiquement qu'on va prendre dans nos fonds autonomes pour mettre sur la langue. Fait que c'est une action qu'on fait parmi tant d'autres. Si vous avez une histoire à nous partager, envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca et vous pouvez regarder nos histoires en allant à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, X, TikTok et Instagram. Et vous pouvez suivre Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. C'est maintenant le moment de notre calendrier communautaire. Cette semaine, l'accent est mis sur le territoire Mohawk de Kahnawake et sur un événement important pour les animaux de compagnie de la communauté. Ce dimanche, entre 9h et 13h, les services de contrôle des animaux de Kahnawake proposent une clinique de vaccination pour les chiens et autres animaux de compagnie de la communauté. L'objectif est de contribuer à la réduction de la maladie de Carré. Les prix varieront en fonction des types de vaccins requis pour chaque animal. Il s'agit de la première des 4 cliniques de vaccination offertes par l'organisme. D'autres cliniques sont prévues les 4, 18 et 25 mai. Prenez rendez-vous en appelant le 450-632-0635, poste 53 527. Et parlant calendrier, c'est à tous nos calendriers l'élection qui approche. Un survol des candidats autochtones sera présenté après cette courte pause. Soyez là. Bienvenue. Parlons politique. Dans la circonscription de Pontiac-Kitigan-Zibi, dans l'ouest du Québec, 2 nouveaux visages de la politique fédérale sont entrés dans la course avant les élections qui auront lieu à la fin du mois. Annette Francis nous livre ce reportage. C'est de manière réfléchie que Gilbert White Duck a choisi de se lancer dans la course au PND. Il est l'ancien chef de la Première Nation de Kitigan-Zibi, située à 2 heures au nord d'Ottawa. White Duck a également servi sa communauté dans diverses fonctions, notamment dans les domaines de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Lorsqu'on lui a demandé de se présenter pour le PND, il a évoqué les leçons qu'il avait tirées de ses années en tant que conseiller en matière de dépendance, à savoir l'importance de laisser les gens identifier leurs propres besoins politiques et de les écouter attentivement. Parce que la solution se trouve avec le peuple. Ça ne se trouve pas au niveau du gouvernement. Le gouvernement est là pour supporter et non pas pour prendre toutes les décisions. C'est au peuple de décider, le gouvernement. La circonscription de Pontiac-Kitigan-Zibi est l'une des plus grandes de l'ouest du Québec, avec une population de plus de 100 000 habitants. Elle comprend également les Algonquins du Lac-Barrière. White Duck affirme que les résidents de la circonscription sont préoccupés par le logement, le coût de la vie et les programmes communautaires. Il cite notamment des programmes de santé et de santé mentale, mais aussi des initiatives sociales comme le sport pour les jeunes. Puis on est un comté, en particulier dans certaines parties, où les emplois sont beaucoup plus saisonniers. Alors, il faudra revoir l'assurance chômage, vraiment la revoir pour mieux rencontrer le besoin des gens qui ont un travail saisonnier. Un autre nouveau visage pour la circonscription est celui du candidat conservateur Brian Nolan. Depuis plus de 30 ans, il vit à Chelsea, à 20 minutes au nord d'Ottawa, de l'autre côté de la frontière du Québec. Nolan a travaillé comme fonctionnaire, entrepreneur et cultivateur de chanvre. Il affirme que les familles sont en difficulté et que le manque de travail dans le district est un problème majeur. M. Nolan pense que le développement et la transformation des ressources pourraient aider. Le Pontiac, même dans le nord, le coin de Maniwaki, c'est des régions qui sont très riches en bois, la foresterie. Comme on sait, la foresterie a été affectée beaucoup. Le problème que moi, je peux percevoir, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de transformations. On en fait quelques-unes, mais pas beaucoup, pas assez.
de transformation dans ces secteurs-là. Et fait qu'au lieu de juste extraire le produit naturel puis de le vendre ailleurs, on devrait le transformer chez nous afin qu'on puisse créer des emplois localement puis augmenter la population dans ces coins-là. Le Pontiac, c'est une des MRC les plus pauvres au Québec, qui est inacceptable vu qu'on a un paquet de ressources naturelles qu'on pourrait extraire et transformer ici. Le député libéral en exercice, Sophie Châtel, a été élue pour la première fois en 2021. Elle affirme que la sécurité alimentaire, l'économie, l'environnement et l'exploitation minière sont les enjeux les plus urgents entendus au cours de sa campagne. En ce qui concerne l'exploitation minière, Châtel insiste sur la nécessité d'un équilibre avec les plans spécifiques de protection de la nature, notamment les partenariats avec les Premières Nations de la région. Un des beaux projets qu'on a mis ensemble au cours des 2 dernières années avec le leadership de la communauté de Kitsiganzibi, c'est de faire de l'Outaouais la première région à se doter d'un plan d'action pour protéger notre nature. Et c'est vraiment un projet de vérité-réconciliation aussi parce que et de croissance économique parce que tout le secteur de conservation, ça devient un moteur économique pour les communautés. Donc ça, on est très, très fiers de ce projet-là. On veut que ça augmente et que les communautés autochtones soient au cœur de la protection de la nature en Outaouais. Pendant que les candidats poursuivent leur campagne, ils se préparent aussi au débat qui aura lieu la semaine prochaine. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. À un peu plus de 2 semaines des élections fédérales, la date limite de dépôt des candidatures est passée. Maintenant que la liste des candidats est fixée, voici un tour d'horizon des candidats autochtones du pays qui espèrent obtenir un siège au sein du 45e Parlement canadien. Selon les données collectées par les Nouvelles nationales d'APTN, après de diverses sources, 34 candidats autochtones seront en lice le 28 avril. 13 d'entre eux se présentent en tant que PND, 12 appartiennent au Parti libéral, 6 le sont avec les conservateurs, le Parti vert en a 2 et le Bloc québécois 1. Bien entendu, ces chiffres se repartissent entre les candidats des Premières Nations, les Métis et les Inuits. Il y a 22 candidats des Premières Nations. 8 d'entre eux sont libéraux, 7 sont membres du PND et 5 sont conservateurs. Le Bloc et les Verts ont chacun un candidat issu des Premières Nations. Sur les 10 candidats métis qui se présentent à cette élection, 5 sont du PND, 3 sont libéraux, tandis que les conservateurs et le Parti vert ont chacun un. Il reste donc 2 candidats inuits divisés entre les libéraux et le PND. Sur ces 34, il y a 7 candidats en exercice, dont 4 sont des noms bien connus des médias. Hami Baptiste pour Cap-Breton, Kenso Antigonish s'est inscrit pour remplacer Justin Trudeau comme leader du Parti libéral au début de l'année avant de se retirer. 2 députés du PND sont connus pour s'être exprimés contre la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones. Il s'agit de Léa Gazan de Winnipeg Centre et de Laurie Idlout du Nunavut. Blake Desjarlais de la circonscription d'Edmonton-Griesbach est un métis cri et bispirituel qui se prononce souvent en faveur des questions bispirituelles. Au-delà des candidats connus au niveau fédéral, il y a également des candidats des Premières Nations qui ont occupé des postes de direction dans leur propre communauté ou région. Tanya Cameron et Charles Fox sont candidats dans la circonscription de Kenora-Kinuetinug dans le nord de l'Ontario, tandis que Rebecca Chartrand espère obtenir le siège de la circonscription de Churchill-Kiwatinokaski, dans le nord du Manitoba. Ces districts sont 2 des 36 que l'APN considère comme des circonscriptions clés où les électeurs des Premières Nations pourraient voter de manière décisive. 2 autres candidats autochtones notables sont Gilbert White Duck dans Pontiac-Kitsiganzibi et Billy Morin dans Edmonton Northwest. Tous 2 ont été chefs dans leur communauté d'origine. Et c'était votre tour d'horizon. N'oubliez pas que nous avons une émission pré- et post-débat francophone la semaine prochaine. Et bien sûr, nous allons couvrir les élections. Il a passé 12 ans de sa vie dans 2 écoles résidentielles au Québec et comme plusieurs a vécu avec les conséquences de ces traumatismes pendant plusieurs années, l'auteur Marcel Petitcoué a transformé cette douleur en mots écrits et nous parle de son 2e livre au retour de cette courte pause. Soyez là.
bienvenue. En entrevue cette semaine, un homme dont l'histoire ressemble à celle de beaucoup de nos grands-parents, parents, voisins et amis. Une jeunesse perdue entre les quatre murs d'une école résidentielle, une vie brisée et, heureusement pour notre prochain invité, un retour aux sources et un pardon. Marcel Petitcoué se joint à nous pour discuter de son deuxième livre, Atticouche, le pardon. Bonjour! Bonjour. Commençons par un peu de votre histoire, au cas où que certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas. Vous avez été un jeune pensionnaire à l'âge de 6 ans. Votre vie a changé quand on vous a envoyé à l'école résidentielle d'Amos et ça a changé un peu votre vie. Parlez-nous un peu du gros de votre vécu. Le gros de mon vécu? OK, je suis parti. J'ai eu une très belle enfance de 0 à 6 ans. On vivait dans le bois, on vivait dans une tente. Je suis né dans une tente le 13 janvier 52. Fait que j'ai eu une très belle éducation de la part de mes parents. Et là, ça a commencé à dégringoler quand je suis parti pour les pensionnats. J'ai été souvent abusé sexuellement. Et quand je suis sorti des pensionnats, j'étais très révolté envers la société, les gouvernements, les congrégations religieuses et surtout envers mes parents. Je les rendais coupables de m'avoir laissé partir pour les pensionnats. Fait que j'ai été violent souvent envers eux autres. Oui. J'étais violent aussi envers ma propre famille, ma conjointe, mes enfants aussi. La consommation, j'ai commencé à boire très jeune, à l'âge de 8 ans, je buvais déjà. Puis au pensionnat, quelquefois, ça m'arrivait d'aller prendre quelques gorgées de vin de messe dans la sacristie, là où on s'habille pour être servant de messe. Fait que c'est de même que j'ai développé cette dépendance à l'alcool. Parce que l'alcool m'aidait plus à oublier ce qui m'est arrivé au pensionnat. C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont fait le pensionnat. Votre histoire en est une dernière génération d'avoir grandi vraiment dans le bois, des traumatismes auxquels on ne veut même pas faire illusion. Et ça s'est développé après, comme vous dites, avec l'alcool, avec de la violence peut-être envers votre famille. Mais vous vous êtes repris en main après un incident que vous avez vu de vos propres yeux. Oui, je me suis repris en main après que ma conjointe a décidé de me mettre à la porte de chez nous en ramassant tout mon linge, puis il l'a mis dehors, puis en laissant une petite note là dans le sac, en me disant si tu ne changes pas de mode de vie, tu ne remettras plus les pieds dans la maison. Vous avez mentionné un sac que votre conjointe a mis à l'extérieur. Il y a aussi une valise dont vous avez écrit un poème qui a marqué plusieurs. Ma petite valise du pensionnat qui est sortie en 2007, qui justement parle de la pesanteur de tout ce que vous avez ramené du pensionnat. Et ensuite, vous avez écrit Nepikiwan, Je reviens, qui explore justement votre retour aux souches et à la nature. Est-ce que c'est là que vous êtes vraiment retrouvé? J'ai été un intervenant dans ma communauté. Fait qu'à un moment donné, j'avais été appelé pour aller faire une intervention dans une maison où il y avait beaucoup de violence. Et en me retournant à mon bureau, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence dans notre communauté. Et ça m'a ramené très loin dans mon passé. Puis, la violence que les anciens pensionnaires ont portée, ils l'ont appris dans les pensionnats. Ils l'ont appris là, puis ils l'ont adopté, puis ils l'ont transmis à leurs enfants. C'est pour ça que c'est là que j'ai vu d'où est-ce que je venais. J'avais complètement oublié aussi que j'avais une belle éducation de la part de mes parents. Fait que j'ai commencé à écrire mon vécu. Au début, c'était pas pour le publier, mais un ami m'a demandé si je voulais le publier. Parlons maintenant de votre second livre que vous venez de lancer la semaine dernière, Atticouche, le pardon. C'est le nom que j'avais donné à un de mes petits-fils.
C'est un peu lui qui m'a inspiré. Ça, je le regardais aller, puis il était tout le temps près de moi. Puis un jour, il m'a demandé comment ça a été ma vie autrefois. Est-ce que tu as toujours consommé? Puis, j'ai dit oui, j'ai consommé beaucoup. Mais là, ça faisait X années que j'avais arrêté. Là, puis, à un moment donné, je suis allé tout seul dans mon chalet, puis commençais à écrire Hatchkouch. Hatchkouch, c'était moi. Hatchkabesh, c'était encore moi. Il fallait que je rentre dans deux personnages. Et c'était pas facile. Alors, des fois, j'ai piqué des colères, là, puis j'étais tout seul à mon chalet, puis je broyais que... le livre a le nom... Le livre a le nom « Le pardon » dedans. Est-ce que vous vous êtes pardonné? Est-ce que vous avez pardonné vos parents? Est-ce que vous avez réussi à le trouver, ce pardon? Oui, j'ai pardonné. Je me suis pardonné avant. Mais je n'ai pas demandé pardon à mes parents. J'ai vécu une réconciliation avec eux autres. Fait que, quand je leur ai demandé pourquoi vous m'avez envoyé au passage, OK, on va te le dire. Mais avant, tu dois te libérer de la colère que tu portes depuis l'âge de 7 ans, qu'elle m'a dit. Quand tu as débarqué du train, quand tu es arrivé à Amos, tu voulais même plus que je te fasse un câlin. Tu as repoussé ton père quand il a voulu te faire un câlin. Et depuis l'âge de 7 ans, tu n'as jamais voulu nous donner tu n'as jamais voulu qu'on te fasse un câlin. Et là, tu as 41 ans aujourd'hui, là. Est-ce que tu vas nous permettre qu'on te donne un câlin, qu'on te fasse un câlin? Et vous lui avez donné un câlin? Quand ma mère m'a dit ça, j'ai éclaté en sanglots. Puis, j'ai vécu beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ce que ma mère me disait pendant au moins une trentaine d'années sans vouloir avoir de câlin de la part d'eux autres. Je crois que votre vécu et votre livre va aider plusieurs gens. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent se procurer votre livre? OK. Mon livre, on peut se le procurer dans les librairies au Québec parce que j'en avais déjà fait imprimer. J'en avais fait imprimer 500, puis je l'avais tout vendu. Puis les gens qui l'avaient acheté, là, ils m'ont dit... c'est comme si j'avais fait une thérapie. Il y en a qui ont vécu beaucoup d'émotions en le lisant, là, puis ils revoyaient leur passé, les autres aussi, surtout les gens qui ont été dans les pensionnats. Je crois que votre livre va aider plusieurs. Ouais. Vous êtes un très bel écrivain, vous êtes un très bel homme. Je suis contente que vous partagez votre histoire de cette façon et je vous remercie de partager avec nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie, madame. Marcel sera aussi au Salon du livre du Grand Sudbury du 8 au 11 mai. Et nous savons que ces sujets sont lourds d'émotions. N'oubliez pas que la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate au téléphone ou en ligne à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site Web. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci de vous être rejoints à nous et on se reparle la semaine prochaine. La chronique.